Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce midi, en ce début d'après-midi. Je suis François-Xavier Leroux, associé en charge de l'activité digitale et customer de KPMG. Et la transformation du commerce est quelque part un peu notre quotidien. Donc je suis ravi de vous accueillir, messieurs, pour parler de ce beau sujet. Donc Marc Lolivier, qui est délégué général de la FEVAD, vice-président d'e-commerce Europe. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Merci. Et Tanguy Frécon, cofondateur et dirigeant de Leasy, une très très belle start-up qu'on a eu l'occasion, le plaisir de connaître et d'accompagner cette dernière année, qui a été lauréat du Challenge Startup FEVAD KPMG l'année dernière. Donc ravi, merci d'être avec nous Tanguy. Merci à vous, bonjour à tous. Donc notre sujet du jour, c'est la transformation du commerce, du retail et de l'e-commerce. Un sujet qui est plus que d'actualité puisque on l'a tous vécu cette dernière année, qui n'a pas utilisé finalement son clavier ou son téléphone pour passer un certain nombre de commandes. Donc on va parler de ce sujet-là et des tendances qui transforment le commerce. J'aurais une petite première question, Marc, pour démarrer. En 2021, on a eu l'impression en tout cas qu'il y a eu une accélération massive de l'e-commerce. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors c'est vrai que la période qu'on vient de traverser est une période tout à fait particulière pour nous tous, à la fois dans nos vies personnelles, nos vies professionnelles, dans nos interactions sociales et bien sûr dans notre façon de consommer face à la crise, aux restrictions de circulation imposées par la crise sanitaire. On a dû s'adapter, on a dû évoluer dans nos modes de consommation et ce qu'on a observé à la FEVAD et avec les différentes enquêtes qu'on fait, c'est deux choses. D'abord, les gens sont quand même beaucoup tournés vers la proximité, qui est un peu la valeur refuge, notamment dans tout ce qui est alimentaire, par rapport aux grandes surfaces. Et puis, bien sûr, le e-commerce. Le e-commerce qui a joué un rôle essentiel à la fois sur le plan social et économique. Alors, social, parce qu'il a permis à des millions de Français de continuer à s'approvisionner, à s'équiper, à se nourrir, à se divertir, à s'informer, à s'éduquer pour certains. Et puis, économique, parce qu'il a permis à des centaines de milliers d'entreprises, des magasins, des restaurateurs, des producteurs, de continuer à maintenir une activité économique et donc un rôle important d'amortisseur économique. Et lorsqu'on regarde de près les chiffres, on voit notamment que cette croissance du e-commerce, c'est vrai que c'est une croissance assez phénoménale qui a eu lieu, elle a été très grandement portée par les ventes Internet des magasins. Pour vous donner un chiffre, les ventes Internet des magasins ont grimpé de 70%. C'est 2 fois plus que le marché et 3 fois plus que les pure players. Donc on voit bien ce rôle important. Et au fond, ce que cette crise nous a démontré, c'est la complémentarité entre e-commerce et commerce et comment finalement l'un pouvait servir l'autre. Très bien. Ce phénomène, Marc, cette croissance-là, est-elle continue ? Est-ce qu'on va revenir en arrière ? Est-ce que vous avez quelques signes de cette tendance ? Alors, avec la réouverture des magasins, le 19 mai, on a vu effectivement la courbe redescendre, mais rester à un niveau élevé. Alors, ça nous dit quoi ? Ça nous dit, que les Français restent très attachés aux magasins. Ça, toutes les enquêtes le montrent, ils restent attachés aux magasins. Mais en même temps, les enquêtes nous montrent aussi qu'ils ont changé. On a franchi un cap. Il n'y aura pas de retour en arrière. On est en train d'inventer un nouveau parcours client dans lequel, effectivement, commerce et e-commerce se combinent. On y reviendra. Une rupture, une accélération, comment on décrit ça ? Alors, plus 70%, c'est quand même important ? Oui, très important. Et très clairement, la crise n'a pas été un déclencheur, la crise n'a pas été un révélateur, la crise a été un accélérateur. Cette digitalisation du commerce, on l'avait déjà identifiée avant, elle s'est considérablement accélérée, un coup d'accélérateur très rapide, puisque en 1 an, on a gagné pratiquement 5 ans. Le e-commerce était avant à peu près 9-10% de part de marché sur l'ensemble du commerce de détail. En 1 an, on est passé de 10 à 14%. Et on sait que cette croissance, elle va se maintenir dans les années à venir, notamment parce que des investissements importants ont été faits. Je vous donne un chiffre. Sur la période de fin d'année, on était à plus de 4 millions de colis livrés chaque jour par la Poste, ce qui est quand même tout à fait considérable. Donc les investissements, les habitudes, et puis toujours l'innovation au service de la qualité de service, l'innovation qui pourra compter bien sûr sur les startups. Merci Marc. Alors, on parle d'innovation. Tanguy, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Vous nous avez séduit il y a 1 an en nous présentant Leasy. On s'est dit que cette équipe a été inspirée. On aimerait bien utiliser quelque part votre regard affûté de ces transformations du commerce pour comprendre ce qui vous inspire, quelles tendances vous voyez se développer de plus en plus. Alors,
Effectivement, je pense qu'il y a une vraie accélération et je viens du monde moi, de l'omnicanal et le nombre d'entreprises qui étaient assez réfractaires à l'implémentation de sujets de click and collect, de drive to store, et finalement ils y sont toutes allées parce que finalement ils n'ont pas le choix et ça marche. Et c'est ça qui est important, c'est que ça marche. Donc l'omnicanal, je pense que c'est un gros sujet qui a été accéléré. Et le deuxième sujet qui est celui que je couvre aujourd'hui avec Lizzy. Donc Lizzy, pour présenter en 10 secondes, on est une jeune start-up, on a 2 ans, on édite une solution qui permet aux marques, aux enseignes et aux distributeurs de se lancer dans la location et la vente de seconde main de certains de leurs produits. Donc une partie front où le consommateur va se connecter pour effectuer sa location par abonnement, du date-à-date, et un back-office qui va permettre de gérer la logistique, de gérer les commandes, les abonnements, de contrôler la marge, etc. Ça, c'est Lizzy. Et donc on a créé Lizzy il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on voyait que les tendances un peu de consommation évoluaient. On voyait des gros aux États-Unis qui étaient en train de cartonner, des boîtes comme Rent the Runway, en Asie, des boîtes comme White Closet. En Europe, très fragmenté, pas de vrai leader. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. On a créé Lizzy avec l'envie d'avoir une approche B2B, SaaS pour les marques, pour les laisser se transformer et proposer ces nouveaux modes de consommation. Le Covid est arrivé. Et là, il y a eu une énorme accélération. On a senti que le consommateur qui était déjà en train de se transformer, qui était déjà en train de vouloir consommer un peu mieux, peut-être un petit peu moins, a pris le Covid en pleine gueule, entre guillemets, et a décidé d'accélérer cette transformation parce qu'il a eu un peu plus de temps de comprendre qu'en fait, surconsommer, c'était pas bien. Sous-utiliser, c'était encore moins bien parce que finalement, ça coûte cher, ça prend de la place. Le nombre de personnes qui ont fait des ménages pendant les confinements successifs et se sont rendus compte finalement qu'il y a des produits qui ne sont jamais portés. Donc, ça a clairement accéléré les choses et je pense qu'on arrive au bon moment, effectivement, parce que les marques veulent lancer des stratégies RSE au profit, au service du profit également. Donc, au bon momentum. Je ne sais pas, Tanguy, vous pouvez citer quelques exemples d'offres ou de clients, de marques avec lesquelles vous travaillez pour. Tout à fait. Ouais, on travaille avec une quinzaine de marques. On bosse avec Decathlon, donc Decathlon qui propose à la location des tentes, des kits de randonnée, des sacs à dos, des popotes, tout ce dont vous avez besoin pour aller faire, pour vivre l'aventure en plein air sans avoir à acheter des choses chères et encombrantes. On loue également avec Decathlon des bancs de musculation, des haltères, des sacs de boxe, des kettlebells pour faire du sport à domicile. Donc ça, c'est un peu contrer les salles de sport qui ont été fermées. Les taux de conversion font un peu tourner la tête. On est à x4 par rapport à la moyenne e-commerce standard. Donc ça marche bien. On loue également des vêtements pour femmes enceintes avec Kiabi. Donc vous pouvez vous abonner, choisir tous les vêtements dont vous avez besoin pour vous faire plaisir pendant vos 9 mois de grossesse. Et au fil de l'eau, quand vous ne pouvez plus les mettre, vous en avez marre, vous les renvoyez. Et à la fin, vous ne vous encombrez pas, vous avez payé moins cher, vous avez vécu une expérience sans couture. C'est sympa. On a lancé Adidas également il y a une quinzaine de jours, location de matériel de trail pour vraiment vivre l'aventure sportive avec les meilleurs produits de la marque Terex d'Adidas. Je peux citer également d'autres marques un peu plus petites, SKFK, qui est une marque espagnole qui loue des vêtements de tous les jours qu'on peut louer au mois. Également Mage, qui a lancé il y a une quinzaine de jours son service de location pour louer des robes super premium à une fraction du prix. Vous allez payer 60 € pour porter la dernière robe Mage qui coûte 400-500 €. Et l'expérience est sans couture, digitale. Donc on a voulu digitaliser un vieux métier qui est la location. Je pense qu'on a tous loué une paire de skis, un kayak, du matériel d'escalade en partant en vacances. On veut rendre l'expérience digitale et le proposer sur tous les produits. On est convaincu que l'accès aux produits devient un service et qu'on va tout pouvoir louer demain. Au même titre qu'on a maintenant l'habitude de louer des trottinettes, des scooters, des voitures, des logements. Avec une application, en 2 secondes, on débloque un logement. Voilà, c'est un peu cette volonté. Donc une promesse forte autour de la location et de cette dimension RSE responsable qui est au cœur de vos préoccupations, évidemment, celle des marques. Côté FEVAD, vos adhérents partagent-ils pour la plupart, les commerçants, les e-commerçants, ce type de problématique ? Oui, François-Xavier, c'est vraiment une tendance forte. C'est une tendance forte parce qu'elle s'appuie sur des leviers extrêmement puissants. C'est d'abord le consommateur. Tanguy vient d'en parler. Il y a une demande de la part des consommateurs. On l'a vu dans l'étude Green Deal qu'on a réalisée avec KPMG. Une vraie attente et on la voit encore plus dans les jeunes générations, une attente forte. Donc consommateurs,
collaborateurs, on a des moyennes d'âge qui sont plutôt très jeunes dans ces entreprises-là. Et la RSE est devenue aussi, je pense que Tanguy ne démentira pas, un élément d'attractivité pour les jeunes. Et puis, on a un secteur aussi qui a besoin de financement parce qu'il est en très forte croissance. Et on voit que les investisseurs aussi, aujourd'hui, ont cette approche RSE comme étant un des critères dans leur choix d'investissement. Donc, consommateurs, collaborateurs, investisseurs, tous ces trois leviers contribuent effectivement à faire une tendance forte. J'allais demander si la crise ou pas crise que nous vivons, en tout cas la crise sanitaire et un peu économique dans certains cas, remettait en cause ces sujets. Je crois que Tanguy a un peu répondu, tu confirmes Marc? Oui, je crois qu'on a essayé d'y répondre aussi à travers notre étude. Très clairement, et on a réinterrogé nos adhérents, les entreprises du top 100, ça reste dans le top 3 des priorités. Ça reste dans le top 3 des priorités à la fois sur l'innovation, tout ce qui est livraison, entreposage, stockage, l'information du consommateur aussi, très important, et puis le renouvellement de l'offre avec des offres tournées vers le Made in France et l'économie circulaire. Merci Marc. Tanguy, j'ai une question de fond. Je m'interroge d'une certaine manière, ton offre, elle doit faire des nœuds au cerveau quand même à un certain nombre de commerçants qui ont l'habitude de vendre du produit, enfin commerçants et e-commerçants qui vendaient des produits, qui avait un business model rodé depuis la nuit des temps et qui finalement est un peu chamboulé avec ce que vous proposez. Est-ce que c'est dur de les convaincre? Comment faites-vous? Comment ça change les modèles économiques? Alors effectivement, on propose une technologie de rupture parce que dire qu'on va passer d'un modèle linéaire de vente à un modèle circulaire de réutilisation du même produit, ça peut faire tourner des têtes, il faut un petit peu d'audace. Bien qu'il y a des marchés plus matures qui ont ouvert un petit peu les chakras. Je parlais des États-Unis, également de la Chine, les UK également sont assez forts. Donc oui, c'est une économie de rupture qu'on propose aux marques. Aujourd'hui, il faut regarder le ROI aussi. Lorsqu'on le déploie, finalement, il y a peu de cannibalisation parce qu'on va les cibler des nouveaux consommateurs que les marques aujourd'hui n'arrivent plus à attirer avec un nouveau service parce que ce n'est que du service, la location. Hein, le produit n'a vraiment pas d'importance. On vient chercher une fonctionnalité, un service. On parle de l'économie de la fonctionnalité d'ailleurs. Donc, on va proposer d'aller booster des marges déjà parce que le même produit va vous rapporter 3 fois ce qui vous aurait rapporté à la vente. Vous allez cibler des nouveaux consommateurs. Vous allez pouvoir liquider des stocks que vous n'avez pas réussi à vendre parce que vos magasins étaient fermés, parce que les collections n'ont pas plu ou peu importe. Encore une fois, parce que le consommateur cherche une fonctionnalité. La tente Decathlon de l'année dernière ou de cette année, si vous la louez, vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est une tente qui soit nickel, propre, pour pouvoir camper en toute sécurité. Donc un bon moyen d'aller liquider les stocks, surtout qu'il y a des législations qui arrivent qui vont interdire les commerçants de brûler ou de détruire des marchandises non vendues. Donc ça, c'est la meilleure nouvelle pour nous, évidemment. C'est aussi un bon moyen d'aller collecter des données sur la qualité des produits, parce que les produits reviennent systématiquement et on contrôle la qualité. Donc on est capable de remonter aux marques des choses sur la fabrication. Voilà les défauts, voilà les qualités, voilà ce que vous pourriez faire pour augmenter la durée de vie du produit de X mois et donc faire X locations en plus et du coup booster votre ROI de X%. C'est un bon moyen aussi de driver du trafic en magasin. Kiabi, par exemple, on propose un service d'abonnement où vous allez récupérer les produits en magasin, donc avec la possibilité d'upsell qui est derrière. Je crois que j'avais lu une étude FEVAD qui disait que 60% des clients qui font un click and collect vont acheter un autre produit derrière. Donc le ROI est tellement énorme, on parle à des gens plutôt C-level, des personnes en charge de l'innovation, de la stratégie, du développement durable. Donc peu de freins, et finalement quand on leur parle un petit peu de la vision et du ROI et de la proposition de valeur, ça va vite. Il y a peu de freins. Il y a des entreprises plus innovantes, mais le fait d'avoir lancé des gros, ça, il y a un effet boule de neige. Ouais. Et effectivement, certainement des transformations chez eux. On va travailler une espérance de gain, une logique d'abonnement, de repeat, plus que de la vente sèche. C'est vraiment de la nouvelle acquisition de clients. On veut augmenter la customer lifetime value de ton consommateur, parce que si tu l'abonnes, tu as des revenus prévisibles, et tu vas pouvoir te focuser simplement sur le non-churn de ton client. Enfin, ils deviennent un petit peu comme des entreprises de logiciels qui proposent des services par abonnement, comme Easy. Et pour eux, évidemment, c'est hyper intéressant et c'est pas l'un pour remplacer l'autre. Aujourd'hui, ils veulent faire vivre les deux côte à côte. Et on espère, nous, au fond de nous-mêmes, on espère que l'accès, que la location deviendra une part prépondérante de leur chiffre d'affaires et que petit à petit, on sera amené à produire beaucoup moins, à produire beaucoup mieux et à faire utiliser les produits beaucoup plus et donc à augmenter les marges. Marc,
Quelle autre tendance vois-tu se développer dans le domaine du commerce et de l'e-commerce que des e-commerçants que tu côtoies du matin au soir? Nous, on le voit dans les projets que l'on mène. On parle de vente mobile, des places de marché, voilà, de plus en plus de choses. Qu'est-ce que tu observes? Alors, avant de répondre à ta question, peut-être je voudrais rebondir sur un point important que vient de dire Tanguy, et je crois que c'est important pour tout le monde. On est vraiment dans la complémentarité. On n'est pas en train de remplacer une offre par une autre, mais on vient compléter l'offre par l'offre que propose l'ICI en matière de location. Alors, sur les tendances que tu as indiquées sont clairement des tendances qui restent très fortes. Le mobile, évidemment, pour vous donner un peu l'ampleur du phénomène, en 2020, et pour la première fois, si on prend l'ensemble des sites e-commerce du top 15, leur trafic mobile a dépassé leur trafic ordinateur, desktop, malgré effectivement le télétravail. Donc on voit bien effectivement le mobile qui est en train de gagner en puissance. Là, je parle de trafic, ce n'est pas encore le cas pour la transaction, mais on n'est pas loin des 50% de chiffre d'affaires réalisés sur mobile. Et je pense qu'avec les nouveaux instruments de paiement, on va y arriver très, très prochainement. Le social selling, effectivement, là aussi, quelque chose qui existait avant la crise, qui s'est accéléré. Je pense notamment au live streaming dans les magasins, qui est une façon aussi intéressante d'impliquer les vendeurs. C'était un des grands enjeux de la transformation digitale des magasins, c'est comment on associe le vendeur à cette digitalisation du parcours client. Et ce n'est pas simplement en lui fournissant des tablettes, c'est aussi en l'associant. Et une manière de l'associer, c'est effectivement le live streaming. Et je crois qu'il y a d'autres tendances ici qu'on a vues avec cette crise. Moi, je voudrais en relever ici deux pour vous. La première, c'est l'alimentaire. L'alimentaire, c'était encore un secteur qui était un petit peu en retard. Et c'est vrai que l'alimentaire a eu la plus forte croissance pendant ces 12 mois. C'est contre-intuitif parce que les magasins alimentaires étaient restés ouverts. Et malgré tout, on a une croissance sur un an qui est pratiquement 50%. C'est pratiquement 15 points de plus que le non-alimentaire. Deuxième tendance, c'est les PME, TPE. Il y a, vous savez, en France, un vrai enjeu autour de ça. 30% aujourd'hui des commerces de proximité, des magasins de quartier, utilisent le e-commerce. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne. Donc il y a un vrai enjeu d'accélération pour que les TPE-PME puissent, elles aussi, profiter de cette digitalisation du parcours client. Et ça, on le voit notamment avec les marketplaces, qui ont une croissance de 44%. Il s'est créé en solde net plus de 20 000 sites en un an. Ça fait plus d'un site toutes les demi-heures qui s'est créé. Et ces sites-là, ils étaient vraiment portés par cette vague très importante des TPE, PME. Il faut continuer à les encourager. Même les TPE, comme tu le sais Marc, on travaille un peu avec un certain nombre de communes, d'agglomérations pour développer des plateformes de ce type-là. Et c'est vrai que ça les a aidés pour certaines à se sortir de situations délicates. Pour terminer cette keynote, et je vous remercie encore de votre présence, j'aurais une question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, on va dire en 2020-2021 dans le domaine du commerce ou de l'e-commerce, le phénomène là, que vous souhaitez mettre en avant? Alors pour moi, le marqueur, ça ne va pas être une innovation, même si on a eu beaucoup. Pour moi, vraiment, le marqueur, c'est l'émergence du commerce unifié. Le commerce unifié, c'est quoi? C'est finalement, on avait deux mondes qui évoluaient en parallèle, le commerce et le e-commerce, avec des passerelles, ils n'étaient pas totalement en silo. Le commerce unifié, c'est un commerce dans lequel le e-commerce n'est plus simplement une alternative au magasin, c'est un complément du magasin. C'est une offre dans laquelle on n'est plus dans la dualité, mais dans la complémentarité. Et c'est une offre dans laquelle, finalement, ce qui compte le plus, ça n'est pas d'avoir le plus gros site, ça n'est pas d'avoir le plus grand magasin, mais c'est d'avoir la meilleure connaissance client pour répondre aux attentes des clients, des attentes qui sont de plus en plus plurielles. On l'a vu avec Tanguy et je crois que cette tendance RSE fait partie de ces attentes. Tanguy ? Bon, moi, pour répondre à ta question, je peux répondre un peu avec notre vision de l'ISI qui rejoint ce que tu disais du commerce unifié. En fait, c'est remettre le consommateur au centre de l'expérience client. La technologie, c'est un moyen, le consommateur est au centre et il a plein de touch points pour aller interagir avec la marque, les produits qu'il veut. Nous, on a une conviction et on va en tout cas tout faire pour la réaliser, c'est que dans 5 ans, et on peut se donner rendez-vous, dans 5 ans, on est convaincu que les sites e-commerce qui marcheront le mieux partout dans le monde auront 3 options pour le consommateur sur leur page produit. Donc vous êtes sur le site, je ne sais pas, la basket Adidas modèle numéro 1, plateforme Salesforce, super solution. Vous aurez la possibilité de l'acheter neuf parce qu'il y aura toujours des consommateurs qui voudront acheter neuf. Ça, il n'y a pas de sujet. Ce qu'on disait, c'est que le but, ce n'est pas de remplacer, c'est de proposer une alternative. Il y aura un bouton pour acheter en seconde main parce que vous aimez quand même cette possession, mais vous voyez qu'il y a une paire qui a été portée 4 fois, qui est nickel, qui est à un tiers du prix, du coup vous l'achetez. Ou alors vous allez pouvoir l'emprunter, le louer.
Et ça sera le troisième bouton. Et nous, on veut être la technologie derrière ce bouton de location et derrière cette seconde main également. Et on veut être le back-office qui permet sur un Salesforce, sur un Magento, sur une plateforme e-commerce du marché, d'aller déployer des modèles circulaires. Merci Tanguy. Le rendez-vous est pris et on fera tout pour vous aider à atteindre cet objectif pour ces 5 ans. Merci beaucoup, messieurs. Merci Marc, François. merci Tanguy. Merci. Et pour encore, cette belle j'aimerais aussi vous remercier, la FEVAD et KPMG, parce qu'on a gagné donc, il y a un an le Start Me Up Challenge qui nous Ça a changé vraiment... votre vie? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a participé à l'accélération. On a gagné beaucoup de visibilité, on a gagné des clients. Grâce à ça, c'est de la notoriété et c'est un écosystème qui est fort. Et s'il y a des startups qui nous écoutent, je les encourage à participer. C'est gratuit, c'est juste un accélérateur et un vrai accélérateur. Et c'est maintenant, Marc, en plus. Et ça peut rapporter gros. Exactement. Merci beaucoup. Un très beau sujet, beaucoup de développement à venir, un e-commerce serviciel, expérientiel qui se développe. Et durable. Et durable. Merci. Bonne journée. Merci à tous.